Alors, je suis très heureux d'accueillir Alfredo Ercoli, qui a la gentillesse de venir d'Italie. Il est chirurgien à Paris, il a fait d'importants travaux avec Vincent Delmas, notamment sur l'innervation pelvienne. Et il travaille avec le professeur Scambia à Rome, et je suis à Novare, mais enfin c'est à Rome, son cœur est à Rome. Et il s'intéresse tout particulièrement avec le Scambia, qui est que je vous représente très sûrement, qui est à mon avis un pape mondial de la chirurgie du cancer de l'ovaire. Et là, il va nous parler de l'approche laparoscopique, cette fois dans la chirurgie gynécologique. C'est l'ovaire qui reste encore un peu en arrière dans la laparoscopie, puisqu'on s'intéresse à la fois à l'étage sus et sous-mésocolique, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc on vous écoute, M. Ercoli, pour cette présentation. Merci, Monsieur le Président, le secrétaire général, chers collègues. Merci pour l'invitation. Je vous parlerai en fait de notre expérience qui s'est déroulée pendant 15 ans dans l'approche célioscopique au cancer de l'ovaire, parce que c'était un sujet très difficile à aborder dans la chirurgie gynéco, parce que ça a été les pionniers en fait de ce type d'approche chirurgicale au cancer de l'ovaire, et on a réussi à faire tout cela grâce à un réseau, un véritable, je peux dire, réseau d'oncologie chirurgicale en gynéco, qui nous a permis d'avoir beaucoup de patientes enrôlées dans les différentes études dont je vous parlerai, et qui nous a permis aussi de réaliser tout cela. Donc, en fait, juste un tout petit peu d'histoire avant. On commence avec la célioscopie en gynéco en 1975 avec Rosenhoff, qui en fait a utilisé la célioscopie pour évaluer la diffusion de la maladie intrapéritonéale dans les cancers de l'ovaire. Après, on a continué avec les Américains en 1992 et les Anglais en 1993 avec le traitement du cancer du col et le cancer et les curages ganglionnaires. En fait, aujourd'hui, on a plusieurs possibles abords de chirurgie mini-invasive. La célioscopie, ce n'est pas simplement la célioscopie standard, c'est la mini-laparoscopie, c'est la single port, c'est les robots Da Vinci, c'est les autres robots qui vont sortir, les Alfix qui est déjà sorti et les autres qui vont sortir dans les prochains jours. La célioscopie 3D, la célioscopie percutaneuse. Donc, beaucoup de possibilités. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons du succès de la célioscopie inévitable, je veux dire, dans le cancer de l'ovaire? Bon, à côté de tous les avantages de la chirurgie mini-invasive en gynécologie, qui est bien sûr l'aspect esthétique, l'hospitalisation plus réduite, la perte sanguine et tout cela, il y a des avantages spécifiques. Tout d'abord, il permet de faire un diagnostic précis, parce que jusqu'à ce qu'on n'a pas une histologie, on ne sait pas qu'on traite vraiment un cancer de l'ovaire. Ça peut être une métastase dans notre cancer. Et ensuite, dans les cancers de l'ovaire initial, dans le stade 1 et 2, ça nous permet de faire, en théorie, un staging et un traitement en même temps, parce que la chirurgie qu'il faudrait faire, c'est pas trop compliqué. En fait, l'intérêt de la célioscopie théorique aurait dû être de faire diagnostic, staging et traitement dans le cancer initial. Mais, vous savez, il y a eu une considérable résistance à tout cela, et en 2013 encore, il y avait un revue Cochrane qui disait qu'il n'y avait pas d'études de bonne qualité pour justifier l'approche célioscopique dans les traitements de cancer de l'ovaire, stade 1 et stade 2. On avait déjà fait beaucoup de papiers sur ce sujet-là, mais en 2014, on publie ce papier-là, un multicentrique italien, 300 patientes, avec l'évaluation et le traitement, le staging et le traitement en cellule des stades 1 et 2 de l'ovaire, qui montrent un taux de complications très très faible. Mais on n'avait pas des résultats en ce qui concerne la chirurgie. À côté de nos études, il y avait aussi d'autres études dans le reste du monde, en Allemagne en particulier, qui montraient des possibilités, la faisabilité de cette approche. Mais on n'avait pas de données de survie. En 2016, on a publié ce papier-là. Finalement, il s'agit de 200 patientes
qui ont été à la fin randomisés c'est une étude de cas contrôle entre laparotomie et célioscopie, et on a vu que, bien sûr, la durée de l'hospitalisation était beaucoup moins importante pour les patients traités par célioscopie, mais surtout que l'overall survival et les progression-free survival étaient les mêmes si les patients étaient traités par célio ou bien par laparo. De plus, il y avait le problème, il y avait le manque de confiance avec le fait que les pneumopéritoires pouvaient permettre la diffusion des cellules cancéreuses en cas de rupture du kyste ou bien au stade 1C, ça veut dire de présence de cellules cancéreuses libres dans la site. Bon, on a démontré aussi dans les sous-groupes des stades 1C qu'il n'y avait pas de différence soit en termes de overall survival et soit en termes de progression-free survival. Et on a aussi démontré que le type de lapse, de récurrence de maladie qui pouvait intervenir était tout à fait les mêmes s'il était opéré en célio ou bien en laparo. Encore, on a conclu en 2016 avec la démonstration que aussi la robotique était efficace comme toutes les chirurgies invasives dans les traitements du cancer de l'ovaire stade 1 et 2, mais avec un avantage sur les temps d'opération qui était significativement réduite. Donc, on est arrivé jusqu'en 2018 avec les lignes guides du National Cancer Institute américain qui disent qu'en fait, l'approche mini-invasive peut être utilisée par un chirurgien avec une expertise spécifique comme cela pour faire staging du cancer de l'ovaire. Encore plus intéressant, à mon avis, par contre, c'est l'intérêt de la célio dans les stades avancés de maladie. Pourquoi? Parce que dans les temps, surtout dans les dernières 15-20 ans, l'histoire naturelle du cancer de l'ovaire a subi un fort changement par le rôle différent que la chirurgie a su prendre dans ces contextes. D'abord, avant on parlait que de chirurgie primaire et toute la chirurgie se réduisait à cela. Maintenant on parle de interval de Balkin surgery, ça veut dire de la chirurgie d'intervalle, des sites de réduction secondaire et tertiaire. Et tout cela, c'est aussi et peut-être surtout grâce à la célioscopie. Quels sont les avantages spécifiques de la célioscopie dans les stades avancés du cancer de l'ovaire? Bien sûr, encore de faire diagnostic, mais surtout d'avoir l'idée précise de la diffusion intrapéritonéale de la maladie. Et ça, c'est quelque chose que les examens instrumentaux préopératoires ne peuvent pas donner. Ça a été démontré par toutes les études qu'on a disponibilité. Et en plus, faire une cellule, ça nous permet de commencer, s'il faut, un traitement néoadjuvant ou adjuvant tout de suite. Chose que, normalement, la laparotomie n'est pas possible. En fait, aujourd'hui, soit les lignes guides américaines, soit les européennes montrent qu'il y a un moment décisif dans l'histoire naturelle du cancer de l'ovaire, c'est au moment du diagnostic, opérer ou ne pas opérer. Et ça dépend de la possibilité d'avoir une cytoréduction optimale. Ça veut dire un résidu de maladie inférieur à 1 cm. Et dans tous les deux cas, une possibilité est représentée par la cellule. Nous, on a évalué cet aspect-là pendant les dernières 15 ans. On a commencé en 2005 en évaluant, en fait, sans aucune validation, la diffusion de maladies par cellule. En 2006, on a élaboré un score prédictif d'opérabilité célioscopique. En 2008, on a fait une validation rétrospective de ce score. En 2010, on a appliqué ce score-là à la chirurgie d'intervalle. En 2011, on est passé dans évaluer la reproducibilité du score dans des autres centres. En 2012, la validation prospective du score. En 2013, la sûreté du score dans la pratique clinique quotidienne.
Et en 2014, la valeur pronostique indépendante du score qu'on a élaboré, qu'on a enfin modifié en 2015. En fait, on prenait en considération 7 aspects qu'on peut évaluer par Célio, qui sont le domaine talqué, la carcinomatose du péritoire, la carcinomatose du diaphragme, la rétention du mésentère, l'infiltration du grêle, de l'intestin, l'infiltration de l'estomac et l'infiltration, les métastases du foie. À tous ces côtés-là, on a donné 2 points. Et à la fin, on a eu un score qui montrait qu'avec un score de 8, utilisé comme cut-off, on avait 100% des femmes qui méritaient, qui pouvaient avoir une cytoréduction primaire à moins d'1 centimètre qui était opérée par la paro, bien sûr, mais on évitait 60% de laparotomie tout à fait inutile parce qu'on aurait pu rejoindre les résultats de maladies résiduelles moins d'1 centimètre. En fait, la différence entre les scores qu'on a élaborés, qu'on appelle le Fagotti score, et les autres scores, par exemple le Peritoneal Cancer Index de Schugart-Becker ou le score des syncopes, en fait, c'est que c'est le seul score qu'on peut faire passer l'eau. Et ça, c'est pas donné, c'est pas quelque chose de non important. Aujourd'hui, on a éliminé du score la rétraction du mésentère parce qu'il est placé à un critère d'inopérabilité. Donc, ce n'était pas utile. On a un score qui arrive de 0 à 12 et qui a une très grande valeur pronostique. L'actualité, l'importance de l'évaluation CELIO a été bien sûr aussi reprise par les guidelines américains. Ça, c'est toujours la dernière version, celle de mars 2018. Mais l'intéressant, c'est pas seulement avoir maintenant un score qui nous permet de dire ok, je peux opérer ces patientes ou non, c'est pas la peine, mais aussi de pouvoir penser quelles sont les conséquences de notre chirurgie. Ça, c'est une étude randomisée qu'on a presque terminée, qui prend en considération les suites chirurgicales de nos interventions. En fait, on a décidé pour les patientes entre 8 et 12 de score de Fagotti de randomiser entre faire la chirurgie avec les maximums d'efforts pour rejoindre les résidus de maladie moins d'1 centimètre, ou bien opter pour une chimiothérapie adjuvante suivie par une chirurgie d'intervalle. La différence, bien sûr, c'est dans les temps opératoires, c'est dans la perte thématique, c'est dans la quantité de procédures dans l'étage sous-mésocolique, sur la foie, sur la rate, etc., qui est tout à fait beaucoup plus élevé dans les chirurgies primaires, bien sûr, ça c'est normal. En même temps, il y a toutes les suites chirurgicales, toutes les complications qui sont beaucoup plus représentées dans la chirurgie primaire par rapport à la chirurgie d'intervalle. Aujourd'hui, on n'a pas encore les données pour ce qui concerne la survie de ces patientes-là. Mais c'est sûr qu'on a les données sur la toxicité. Et sur la toxicité, vous pouvez voir qu'on a eu un 4% de grade 5, c'est-à-dire de mort des patients en péripéritoire, et un 6% de grade 4 de complications post-opératoires, qui veut dire de complications majeures. Donc au total, 10% de complications très sévères qui nous font réfléchir vis-à-vis du choix de porter, de mener la chirurgie au maximum quand la charge tumorale intrapéritonéale est très très haute, ça veut dire quand on a un score majeur de 8-10. Bien sûr, il faudra voir les données sur la survie, mais déjà ça nous pose un problème. À côté de cela, on a élaboré pour tout le monde, pour nous en première, un autre score qui s'appelle le Metzelli score, qui met en relation le score laparoscopique, le score de Fagotti, avec la complexité chirurgicale
et le risque score qu'on va avoir avec les risques des complications majeures post-opératoires. Donc vous verrez qu'avec jusqu'à 6 de risque score, vous avez jusqu'à un maximum de 26%, 27% de risque de complications majeures. Avec 7, on arrive à 36,7% de risque. Et donc là, on se pose la question, ça vaut le coup de continuer à faire l'opération ou pas. Et quand le risque c'est 8, on a presque 50%. Et nous, normalement, chez nous, on décide de ne pas opérer. Il est aussi disponible en application par iPhone ou d'autres systèmes. C'est sympa et ça peut s'utiliser facilement. Bon, en future indication de la célioscopie dans les cancers de l'ovaire. Comme je vous ai dit, ce n'est pas simplement l'évaluation de l'opérabilité, c'est aussi, par exemple, faire l'opération. Pas seulement dans les stades initiaux, mais aussi dans les stades avancés. On commence avec la chirurgie d'intervalle. On a fait cette étude, une étude randomisée, multicentrique perspective, qui a démontré la faisabilité du traitement célioscopique lors bien sûr dans les cas sélectionnés, lors de la chirurgie d'intervalle. Dans ce papier-là, publié en 2014, on n'avait pas les données sur la survie. Là, on a sélectionné que les patientes qui ont été traitées dans notre institution. Là aussi, sont plus ou moins 90. Et comme vous pouvez voir, on faisait une comparaison avec les traitements laparotomiques. Là, il n'y a pas de différence, ou bien il y a même un avantage pour les patientes traitées par célio par rapport aux patientes traitées par laparotomie lors de la chirurgie d'intervalle. Cet avantage, ça peut s'expliquer facilement. C'est clair que quand on voit et on décide d'opérer par célio, c'est parce que la charge tumorale est vraiment très faible. Et donc, c'est facile de comprendre pourquoi il y a un avantage. De toute façon, c'est faisable et la survie, c'est tout à fait la même. L'autre chose qui est en perspective, c'est très important dans l'évaluation de la chirurgie d'intervalle, c'est la possibilité maintenant de faire de PCR real-time qui peuvent nous donner un cadre, un profil biologique de la maladie qui peut prédire la réponse à la chimiothérapie adjuvante et qui corrèle aussi, par exemple, dans ces cas-là, les MIR 181E, avec les progression free survival et l'overall survival dans les patientes qui ont eu une chimiothérapie néoadjuvante suivie par la chirurgie. Donc la possibilité de faire un prélèvement cellio au moment du diagnostic, décider soit sur la charge tumorale, donc le Faberty score, soit sur les profils biologiques, quels pourraient être les traitements meilleurs pour notre patiente. Encore dans le futur, la chirurgie primaire, pourquoi pas. D'ailleurs, Xavier Maglina, qui est le chef à Mayo Clinic aux États-Unis, dit une chose tout à fait simple. Le debulking, l'exportation de la maladie ne dépend pas, en théorie, de la mort chirurgicale. Il faut la faire, point la ligne. Ce n'est pas un problème si je la fais par laparotomie ou par célioscopie. Le principe, il est juste. L'application, ce n'est pas correct, parce qu'en 2011, il a essayé et il a vu à 11 mois de désavantage de survie pour les patientes qui ont été traitées, patientes au cancer de l'ovaire au stade avancé, qui ont été traitées par robotique par rapport aux patientes qui ont été traitées par laparotomie. Donc, il faut trouver un équilibre. Il y a d'autres études qui ont évalué cet aspect-là, ça veut dire la chirurgie cellio en chirurgie upfront, en chirurgie primaire. Il n'y a du tout un consensus. Notre expérience qui a été publiée en 2017, c'est 70 patientes qui, au moment de l'évaluation du cancer primaire,
On avait réalisé qu'il y avait seulement une carcinose très focalisée, ou bien des ganglions envahis et pas plus, et on a décidé de continuer l'intervention par cellules. Comme vous pouvez voir, le disease-free survival, l'overall survival, aussi que les taux de récurrence, c'est tout à fait très intéressant. Mais bien sûr, il s'agit d'une population tout à fait sélectionnée, tout à fait particulière. De toute façon, c'est une possibilité, c'est une nouvelle espoir. Et enfin, on arrive dans la chirurgie cytoréductive secondaire, qui est très intéressant à mon avis, parce que c'est l'autre côté de la chirurgie de l'ovaire qui va se développer beaucoup, qui s'est développé beaucoup dans les derniers ans et qui va être développé encore plus. Il y a beaucoup d'expériences, jusqu'à 120 patientes traitées dans le monde entier aujourd'hui en célioscopie en cas de récurrence. Nous avons publié notre première expérience en 2014 avec 27 patientes en montrant que c'était tout à fait faisable et qui, en fait, il n'y avait pas, le disease-free survival était tout à fait intéressant. Là, en 2017, on a publié la continuation de notre série. On est à presque 60 patientes. Et comme vous pouvez voir dans les diagrammes de droite, les progression-free survival et l'overall survival est tout à fait intéressant. Ce qui est encore plus tout à fait intéressant, à mon avis, dans ces contextes-là, ça veut dire de la maladie qui récidive en forme focale dans les péritoines, c'est en fait c'est une étude randomisée qui est en cours et qui est pareil, une étude française d'ailleurs, qui s'appelle Corinne, si je ne me trompe pas, et c'est la combinaison entre la célioscopie, les traitements célioscopiques de la récidive localisée, avec la chimiothérapie hyperthermique intraopératoire, que par cellule peut être réalisée très facilement et d'une façon très efficace, sans trop perdre de temps, et qui est sûrement un côté très intéressant. Les premières données, je n'ai pas une diapo sur cela parce que c'était une review, donc je n'avais pas le temps de vous montrer, mais sont très 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 intéressants sur les résultats sur la survie. Donc, au total, ce qu'on pense, c'est que la laparoscopie, ça n'a pas simplement eu un effet sur le traitement du cancer de l'ovaire, mais c'était vraiment un tsunami, une vague énorme qui nous permet maintenant de penser d'une façon différente au traitement du cancer de l'ovaire. Et donc, il faut continuer sur ces contextes-là. Donc, merci bien. Merci beaucoup, Alfredo Ercoli. Est-ce qu'il y a des questions, des petits commentaires rapides sur cette communication? Non. Le seul commentaire, peut-être, c'est la seule interrogation, c'est l'organisation des blocs opératoires, notamment en chirurgie première, puisque tu le sais bien que faire une laparoscopie pour faire 3 biopsies, ça dure 1 heure et 3 quarts d'heure. Faire une laparotomie ou même une laparoscopie ovaire, ça dure 5-6 heures. Donc, je crois que vous avez les mêmes problèmes en Italie. C'est presque pas une question, c'est un commentaire. C'est dramatique, mais il n'y a pas de choix. C'est le problème de la gynéco aujourd'hui. Ou on décide de la faire comme il faut, ou bien c'est pas la peine de le faire parce que c'est en perte. En aparté, je tiens à dire ça parce que c'est un des vrais problèmes, notamment dans la succession dans l'équipe que j'anime, c'est le problème de l'argent et de la chirurgie gynécologique. Comme cette chirurgie gynécologique était faite, je l'ai dit, les gens les plus vieux, parfois un petit peu comme ça, l'ovaire on gratouille, c'est devenu une chirurgie très lourde et c'est pas récompensé financièrement de façon suffisante. Et un service comme le mien, au Diaconès, est actuellement en déficit de 1 million d'euros, ce qui fait que le chef de service va peut-être être mis à la porte. Ce qui pose des problèmes, et j'ai eu en discutant avec Alfredo, c'est un problème identique en Italie. Il a la chance d'être dans une équipe où Scambia a une aura internationale, vous avez vu dans le nombre de publications qu'ils ont. Moi, je voudrais vraiment te remercier d'être venu
mettre au courant de ce que vous faites dans l'application, de chirurgie laparoscopique.